Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Bonjour tout le monde, nous voilà de retour sur Radio Lac et sur One TV pour Parlons économie. À nouveau, nous allons nous intéresser à tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est ce que je dis chaque semaine, mais c'est la réalité. C'est extrêmement large, l'économie de l'hydromel par exemple. Est-ce que c'est une bière comme les autres? Nous en parlerons dans la dernière partie de cette émission. Nous allons également nous intéresser aux entreprises genevoises innovantes. Comment les aider? Il y a des solutions qui existent. Beaucoup d'invités autour de cette table. J'aimerais notamment saluer Alexandre Harris. Bonjour. Bonjour. Directrice du service communication de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. J'aimerais qu'on revienne sur une déclaration dont on a entendu parler dans la presse, mais j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Celle d'Anthony Hodgers qui nous dit que l'économie c'est bien, mais il faudrait ralentir un peu. Ah oui, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas entendu, celle-là, le mythe de la décroissance. Bon, je pense que la période préélectorale y est certainement pour grand-chose. Il y a un constat, c'est vrai, on a beaucoup plus de postes de travail à Genève qu'on a d'habitants. On importe des travailleurs. Il y a des gens qui disent « mais moi, je ne peux pas me loger ». Il ne faut pas nier que le succès économique de Genève engendre un lot de défis. Et la Chambre de commerce l'a dit notamment avec son étude sur la croissance l'année dernière. Bon. Ceci posé, il est certain qu'il ne faut pas se tromper et savoir très précisément d'où vient la prospérité de Genève, c'est de la diversité de son tissu économique. Il y a des PME, il y a des multinationales et ce qui est beau chez nous, c'est que les multinationales font travailler les PME. Donc on ne peut pas dire on veut que ça ou que ça, c'est un tout, c'est une mayonnaise qui prend ensemble. Et évidemment, j'invite également Anthony Hodgers dans cette émission si jamais il souhaite vous répondre, Alexandre Harris. Mais avec plaisir. Il faut aussi des gens d'ailleurs pour se loger, vous l'avez dit, pour se parquer également, ce qui nous permet d'arriver à la première partie de cette émission. Bienvenue. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Quel avenir pour le parking? Bonjour Philippe Menou. Bonjour Benjamin. Vous êtes le directeur général d'IEMSA. Alors, 3 lettres qu'on ne connaît pas forcément quand on va se parquer à Genève. Pourtant, vous êtes leader sur les solutions de parking. Parlez-nous un peu d'IEM. Alors IEM, c'est une société genevoise d'environ 30 ans, familiale, fondée par mon père Édouard, donc ingénierie Édouard Menou initialement. Aujourd'hui, c'est ingénierie électronique magnétique. Société anonyme, comme ça je vais jusqu'au bout. SA, société anonyme, bien sûr. Ouais. Et ça fait une quinzaine d'années qu'on se concentre sur le domaine du stationnement, où on a une équipe d'ingénieurs qui répond, enfin qui essaie de comprendre le besoin du client et de produire. On a une production pour produire nos systèmes et les vendre à travers l'Europe. Donc pour être très concret, quand on se parque à Genève, qu'il faut rentrer son numéro de plaque, qu'on met automatiquement le montant maximum pour être tranquille pendant 1h30 par exemple, c'est un appareil IEM. Exactement. Donc beaucoup de monde connaît nos produits, mais ne connaissent pas la société IEM. Mais c'est pas vous qui gérez les tarifs? C'est pas nous qui gérons les tarifs. Alors cette interview va bien se passer. Vous avez participé à la première volée de la fabrique circulaire dont on a déjà parlé dans cette émission. Qui vous apporte quoi à vous? Alors la fabrique circulaire nous apporte déjà à lever la tête, parce qu'on est souvent la tête dans le guidon dans le business actuel, et à lever la tête par rapport à toute cette partie économie circulaire. Hein. Donc aujourd'hui, on voit qu'on a besoin d'aide. On est une société technologique à la base et on n'a pas forcément le réflexe de dire économie circulaire. Oui, qu'est-ce que ça amène? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bon pour la société d'une manière générale et puis pour IEM? Et ça nous aide à ça, à lever la tête. Et puis aussi, c'est un accompagnement. Une équipe motivée, des personnes motivées et compétentes qui nous suivent pour trouver des nouveaux marchés dans notre cas. Mais qu'est-ce qu'il y a de circulaire dans une entreprise comme la vôtre qui fait des horodateurs intelligents, qui permet de payer son parking par SMS? Alors, l'économie circulaire, il y a plusieurs piliers. Hein. Un des piliers, c'est l'éco-conception. Quand on conçoit avec nos ingénieurs une machine ou un produit, là on fait rentrer de l'économie circulaire. Donc on le faisait sans savoir forcément que c'était de l'économie circulaire, mais c'est l'éco-conception, ça nous permet dans certains éléments, certaines fois de réduire la taille de la batterie, donc la taille du plomb, le volume de plomb qu'on a dans les machines. Ça nous permet de réduire l'empreinte de la machine au sol, donc avoir moins de produits ou de matière à produire, à utiliser. Et c'est aussi le partage. Hein. Donc, on arrive sur l'économie de la fonctionnalité. Et là, on arrive sur la sharing economy, le partage, la mutualisation. Et quand on
parle place de parc, c'est peut-être intéressant de réfléchir à ce principe-là. Oui, parce qu'on parle souvent de l'avenir du parking, on l'a déjà fait d'ailleurs dans cette émission, mais rarement de l'avenir des appareils qui nous permettent de nous parquer. C'est quoi le futur dans 5 ans? Quelles seront les machines ou les petites lumières, par exemple, qui nous indiquent dans un parking qu'une place est libre ou non? C'est vous également? Non, c'est pas nous, mais il y a des partenariats et puis on offre un écosystème dans le domaine dans le marché du stationnement. On tend à aller vers quoi? Aujourd'hui, il faut voir que l'horidateur, il est toujours présent. Sa structure, c'est un élément structurant pour le stationnement payant dans l'ensemble de l'Europe, je dirais, dans toutes les villes européennes. Par contre, il est vrai qu'il y a une volonté d'arriver sur le digital. Donc, il y a de plus en plus de poussées sur les applications digitales. Et nous, il faut qu'on arrive à concilier toutes nos valeurs industrielles avec cette transition digitale. Et c'est des réels challenges qu'on a en face de nous. Vous avez parlé, je reviens sur la fabrique circulaire, de certaines choses qui vous permettent justement d'être plus circulaire, je vais reprendre ce terme-là. Il y a un projet très précis sur lequel vous avez été accompagné, sur lequel vous êtes accompagné? Oui, donc on travaille sur des nouveaux marchés et l'équipe qui nous soutient là-dessus va nous aider à regarder ce marché-là, parce que de nouveau, on est des ingénieurs et les ingénieurs, généralement, on aime bien faire quelque chose et puis directement dire, bon, on va le développer puis on va essayer de le vendre. Et puis, ça marche pas à tous les coups. Donc là, on change un peu le fusil d'épaule. On a aussi une structure, on reste une petite entreprise, donc on peut pas se permettre de faire des études de marché infini. Par contre, l'équipe de la fabrique nous aide justement à avoir une méthodologie, à comprendre le contexte, à comprendre les besoins, à comprendre le client et à décider quelle opportunité sur quelle opportunité on va se concentrer, puisque des opportunités, il y en a une pléthore. Parce que quand on lance une entreprise, également, par exemple, quand on s'intéresse à la fabrique circulaire ou quoi, on se rend bien compte de l'importance parfois de changer. C'est-à-dire qu'on a une idée très précise et on se rend bien compte que finalement, nos clients veulent quelque chose de sensiblement différent. C'est le cas quand on est dans la solution de parking? Parce que le rodateur, il est là, il ne va pas bouger. Non, je ne pense pas qu'on peut se baser sur le fait qu'il ne va pas bouger. Justement, on est dans un monde en mouvement. Le rodateur, c'est le parking le long de la rue. On voit que on aimerait bien redonner la rue à nos habitants. Donc, on essaye aussi de supprimer les places de parc en voirie et du coup, de les remettre au sous-sol. Et là, il n'y a plus de rodateur, c'est des autres systèmes. Par contre, il y a des opportunités. On peut imaginer qu'un jour, déjà aujourd'hui, il y a des caméras qui viennent prendre le numéro de plaque, qu'on pourra utiliser l'application mobile pour rentrer et sortir d'un parking en ouvrage ou parking souterrain. Et c'est sur quoi on travaille. Oui, comme toujours, la simplification pour l'utilisateur, et c'est important de ne pas se reposer sur ses lauriers. Alors, on parlait de places de parc qui disparaissent. Alexandre Harry, je ne vais pas vous lancer sur les arbres qui réapparaissent à Genève, mais quand même de l'importance d'avoir une société comme IEM, société genevoise, leader dans ces solutions, et qui pourtant ne s'endort pas sur ses acquis. Et pourtant, j'aime beaucoup les arbres. Oui, ce qui est intéressant chez IEM, d'abord, c'est une entreprise du terroir. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais dans une autre émission, M. Menou pourrait vous expliquer que nul n'est prophète en son pays, ce qui fait partie aussi des difficultés auxquelles les entreprises sont parfois confrontées. En Suisse, on aime bien d'abord que ça marche ailleurs pour ensuite se dire, tiens, ils sont suisses. Oui, absolument. Mais ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est quand M. Menou explique que finalement, il y a des choses, ces développements qu'il faisait déjà. Ça, c'est vraiment important d'avoir connaissance de ces... Alors, pas forcément de la technique en tant que telle, mais de bien se rappeler qu'on développe, on invente, on produit à Genève des choses de haute technologie. On va continuer de nous intéresser à IEM et à l'avenir du parking, mais également à la fabrique circulaire et à ce qu'elle vous apporte dans quelques instants sur Radio Lac et sur One TV. Parlons économie sur Radio Lac. Genève bouge pour la planète. Quel avenir pour le parking? Nous continuons de nous intéresser à cette dense question avec Philippe Menou, le directeur général d'IEM SA, qui propose des solutions, des horodateurs, des capteurs, entre autres, pour ce parquet à Genève et ailleurs. Alors, on parlait de cette expérience avec la fabrique circulaire. Vous en êtes où? Parce que c'est pas terminé. Non, on a fait la moitié, les trois quarts. Aujourd'hui, ça se passe bien. On attend, donc, comme dit, ils nous ont accompagnés pour faire cette étude de nos marchés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà un premier tri sur les opportunités qui sont devant nous, de savoir sur lesquelles on va se concentrer, de faire l'analyse
avec les connaissances d'IEM et de l'équipe, de savoir si ce marché-là, il est porteur et en vaut la peine. Et puis aujourd'hui, on est dehors en train de questionner les clients potentiels, voir si nos idées sont valides et de valider en fait le business. Quand vous parlez de clients potentiels, c'est qui? La ville de Genève, par exemple? Donc, pour ce marché-là, on est plus sur... ce qu'on est en train de voir, c'est que la ville de Genève gère les places de parc en voirie et il y a une volonté d'avoir ces places de parc qui diminuent et de les mettre plus ou moins on disait plutôt voilà, au sous-sol. Donc, à partir de là, c'est comment sachant qu'on a vu un peu les clés de rive et l'impossibilité de faire un parking en ville aujourd'hui, c'est plus tendance. Il faut passer à autre chose. Et comment utiliser les places existantes et comment les optimiser leur rendement et leur usage en fait. Quand on parle de places de parc, donc ça peut être des parkings privés d'entreprises, des hôtels, des centres commerciaux, et il y a toute une pléthore de types, et chaque élément et chaque segment est différent l'un par rapport à l'autre. Oui, parce que c'est ça que je comprends pas très bien quand vous parlez d'optimiser. À la fin, j'ai le sentiment qu'il y a des gens qui ont des véhicules, qui se parquent et qui après libèrent parce que ça fait 1 heure ou 1h30 qu'ils sont là. Comment on peut mieux optimiser ça? Alors, on peut parler de la voirie ou des parkings privés. Si on prend les parkings privés, imaginez, vous allez au travail avec votre voiture, vous avez une place de parc en bas. Vous êtes aujourd'hui de 40% en télétravail, 40% votre place de parc elle est vide. Donc, est-ce que c'est de la bonne optimisation de l'espace et de son actif? Pas forcément convaincu. Donc, on va chercher à mutualiser l'usage de cette place de parc. C'est pareil pour les écoquartiers, par exemple. Aujourd'hui, quand on parle des Sherpines qui devraient se construire ces prochaines années, c'est des concepts où 100 mètres carrés d'habitation, c'est 0,6 places de parc. Donc, on est contraint à trouver des idées comment on va mutualiser ces places de parc. Et là, nous, IEM se sent à l'aise pour offrir des solutions technologiques pour y répondre. Et la mutualisation des ressources là-dedans, parce qu'on en parlait hors antenne, demain, enfin déjà aujourd'hui, on arrive, on a une application, peut-être un Google ou on espère un acteur un peu plus local qui nous permet de trouver un endroit où nous parquer ou en tout cas une zone. L'idéal, ce serait peut-être de payer directement via l'application. Est-ce que ça vous intéresse ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a nos clients qui ont un certain nombre de places de parc à disposition. Et ce qu'on est en train de voir, et c'est une tendance qu'on voit, c'est la volonté d'arriver à une application de mobilité. On n'aura plus l'application de parking ou l'application pour les TPG, l'application des vélos, l'application de la trottinette. En tout cas, on croit à ce que dans certaines années, on aura une application qui va englober l'ensemble de la mobilité. Et pourquoi pas, à la fin du mois, on reçoit une facture. On est loué un vélo, pris une place de parc, etc. Exactement. Et nous, notre boulot ici, l'enjeu ici, c'est de pouvoir proposer à cette application de mobilité l'accès au parking et le paiement du parking, le contrôle et de pouvoir enlever toute la complexité de son intégration. Sauf que, alors je suis désolé, je ne veux pas non plus trop vous embêter, Philippe Menou, mais on est dans un contexte compliqué, on sort du Covid, on espère qu'on en est complètement sorti, en espérant qu'on ne rentre pas dans la variole du singe. Je parlais d'un Google, de tous ces GAFAM qui aspirent absolument toutes nos données sur Internet. Les concurrents sont là également aujourd'hui. C'est aussi ça, vos concurrents? Oui, clairement. Il faut qu'on fasse attention. La partie digitale change la donne. Ça change Aujourd'hui, vous avez une application qui s'appelle Pay by Phone, qui est une application concurrente. Nous, notre application s'appelle Presto Park. Pay by Phone, c'est Volkswagen qui est derrière. Donc, est-ce que nous, on a les moyens de rivaliser avec Volkswagen par rapport à ce type de marché, à ce type de produit? Donc, il faut qu'on se positionne correctement, qu'on réfléchisse bien à savoir qui est notre client. Est-ce que c'est l'utilisateur final ou la ville ou le propriétaire des parkings? Donc, toutes ces questions-là sont remises en cause avec la digitalisation. Alors, question pour tous les deux, Philippe Menou, Alexandre Harris. Est-ce que c'est la maxime, quand on n'a pas forcément les moyens, on a des idées? Oui, il faut avoir de toute façon les idées, puis les idées apporteront les moyens. Alexandre Harris. J'aurais pas dit mieux. J'y pensais en même temps. C'est probablement qu'on se connaît depuis trop longtemps. Oui, c'est ça. IEM qui regarde donc vers l'avenir. L'avenir peut-être également avec moins de voitures. J'aimerais aussi vous entendre là-dessus, au-delà du fait qu'on bouge les parkings, mais on voit bien que la tendance, elle est sur le partage aussi automobile. Donc, 2 personnes qui se partagent une voiture, ça fait plus qu'une place de parc. Clairement, on parlait de télétravail, ça fait moins de voitures aussi. Donc, il y a cette tendance-là, on la voit, et puis on est prêt aujourd'hui, on a des solutions pour aller à l'encontre, pour dire aux villes, vous voulez plus de voitures, vous voulez moins de voitures,
on ne va pas dire plus de voitures, vous avez moins de voitures. Il y a aussi des solutions contraignantes pour l'utilisateur. Et nos clients, c'est les villes. Donc, il faut vraiment qu'on réponde par rapport à ça. Maintenant, il faut faire attention. On a parlé tout à l'heure de décroissance. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quand on regarde les rapports du Grand Genève, 2040, c'est 35% de plus de population dans le Grand Genève. En même temps, on a le plan climat cantonal où on dit l'objectif de la mobilité, c'est moins 40% de véhicules. Eh ben, ça se compense. L'un et l'autre vont se compenser. Donc, les problèmes de stationnement risquent de durer encore un petit moment. Et vous serez là pour y répondre. Je viens de penser une toute dernière question. Est-ce que vous êtes quand même venu, non seulement vous êtes un acteur local, mais vous faites la promo des produits locaux. Vous êtes même venu avec du miel. Vous investissez dans le miel local, le miel, le miel de Stéphanie. C'est le miel de Stéphanie. C'est mes gamins qui m'encouragent à faire ça. Bon, on les félicite. Merci beaucoup, Philippe Menou, directeur général d'IEMSA. Merci. Merci, Benjamin. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Comment aider les entreprises genevoises innovantes? Des réponses avec Emmanuel de Watteville. Bonjour. Bonjour Benjamin. Et Antonio Gambardella, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes responsable programme de financement et directeur respectivement de la Fongite. Reposons les bases, qu'est-ce que la Fongite? Qu'est-ce que c'est la Fongite? La Fongite est une fondation privée soutenue par l'État de Genève qui s'occupe depuis 1991, donc imaginez, ça fait 32 ans, de soutenir les entrepreneurs technologiques à transformer une idée, une invention, une recherche en valeur économique à travers la création de sociétés, ce qu'on appelle aujourd'hui start-up. C'est intéressant parce que l'histoire de la Fongite vient de deux échecs du fondateur. Un entrepreneur de la région, de Plan-les-Ouates, en fait, monsieur Ether, Jean-Pierre Ether, qui avait fait 2 faillites avec ces 2 sociétés avant de créer une société qui s'appelle LEM International, qui aujourd'hui est cotée sur la bourse suisse. Et depuis cet échec, il s'est dit, je ne veux plus qu'un autre entrepreneur doit traverser la complexité de tout ce que j'ai fait, que j'aurais pu éviter si j'avais quelqu'un pour m'aider. Et c'est pour cette raison qu'il a créé en 1991 la Fondation genevoise pour l'innovation technologique, qui après quelques années a commencé à être soutenue par l'État de Genève. Et aujourd'hui, nous soutenons environ 130 projets innovants, 130 startups, qui représentent environ 1300 personnes actives sur les cantons de Genève. Avec donc en plus de ça un fonds innovation en partenariat avec des partenaires privés, l'État de Genève et Alexandre Harry, je me tourne vers vous, la CCIG. Oui, effectivement, la CCIG et la Fongite ont conclu un accord en tout début d'année. La CCIG participera à hauteur de 150 000 francs sur 3 ans à ce fonds. Alors, à l'échelle du fonds, ce n'est pas une somme démoniaque. À l'échelle de la Chambre... Je suis sûr que ça peut servir à des startups. Exactement, c'est une somme non négligeable. Et pour nous, alors, il est clair que l'intérêt de la Fongite, et son directeur vient de donner les chiffres, donc c'est vraiment un outil d'aide au développement d'entreprises qui est absolument fondamental. Mais pour nous, du point de vue de la Chambre, ça fait évidemment du sens puisque nous parlons d'innovation. D'ailleurs, la preuve, cette émission existe. Nous parlons d'innovation, mais si on peut encore concrètement aider des entreprises à émerger, à se développer, ben c'est encore mieux. Alors Emmanuel de Watteville, qui peut prétendre à ce fonds, en tout cas une partie? On alloue 3 types de financement à travers ce fonds. On alloue des bourses de 50 000 francs à des futurs entrepreneurs qui sont encore dans le milieu académique genevois, mais qui ont une claire volonté de créer une société dans les 12 mois qui viennent. Nous accordons également des prêts convertibles en actions à des startups qui ont moins de 3 ans, des startups genevoises, des prêts de 100 000 francs. Et nous avons également des prêts de croissance qui vont jusqu'à 400 000 francs pour des startups et des sociétés déjà qui ont bien grandi et qui sont en phase de croissance. Et comment se fait la sélection? Si quelqu'un nous écoute, a une idée, une start-up ou une PME, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde a plutôt une start-up, mais comment on fait? On vient vous voir? C'est un dossier? C'est très simple. Les candidats vont sur le site internet de la Fongite, www.fongite.ch, et ils choisissent l'onglet Financing. Et là, on a développé tout un petit test qu'ils peuvent faire online. Ça prend 2 minutes. Et ce test les oriente vers le type de prêt auquel ils pourraient prétendre et répond déjà à pas mal de toutes leurs questions. Antonio Gambardella, Alexandra Ries nous le disait, 6 mois maintenant que les choses sont lancées. On en est où après 6 mois avec ce partenariat?
D'abord, il faut dire que la vraie innovation de ce partenariat, c'est dans l'esprit de cet outil, de cette prestation de financement, car elle a été initiée par la FONGIP et évidemment par l'État de Genève, qui est un grand contributeur de ça, mais avec l'esprit, l'envie d'avoir des partenaires privés impliqués. Ça, c'est la vraie innovation. Des partenaires privés qui puissent s'impliquer pour les biens de Genève. Donc, la Chambre de commerce représente, comme Alexandre disait tout à l'heure, pas forcément la somme la plus importante. C'est pas ça important, mais c'est le rôle de la Chambre de commerce en tant que partenaire privé stratégique. D'ailleurs, les premiers partenaires privés qui s'impliquent dans ces fonds, qui permet ensuite d'ouvrir vers d'autres partenaires privés. Donc, où on en est aujourd'hui? On est qu'on commence à faire entrer d'autres partenaires privés. On a la chance d'avoir déjà quelques institutions internationales, donc le United Nations Environmental Programme qui est avec nous, parmi autres. Et je pense que ça, c'est bien. Donc, c'est que le fait d'avoir les champions de Genève privés qui puissent s'impliquer pour les biens et pour la Genève du futur. Oui, parce qu'il y a l'argent, mais il y a aussi l'accompagnement humain. Ça, c'est une composante extrêmement importante, j'imagine. C'est une des bases de la FONGIP également. Donc vous nous parliez de la sélection, comment est-ce qu'on sélectionne les projets. Une des clés, évidemment, c'est l'équipe, le porteur de projet, savoir s'il est seul ou s'ils sont plusieurs, et est-ce que on peut leur faire confiance, et est-ce qu'ils ont les compétences pour arriver à porter ce projet plus loin. Est-ce qu'à Genève, on n'a pas un problème, non pas dans le savoir-faire, mais dans le faire-savoir? J'ai l'impression parfois on a de très bonnes idées, mais on dit oui, je ne sais pas si ça va intéresser trop de gens, je vais plutôt rester dans mon petit coin. Moi, c'était peut-être un problème auparavant, mais... Tant mieux si j'ai tort. Hein. La FONGIP, en tout cas au niveau communication, je pense, a développé un outil extrêmement performant sur les réseaux sociaux. On parle pas mal de la FONGIP. On est maintenant connu dans toute la Suisse, voire à l'étranger, et on reçoit des dossiers, que ce soit pour être incubé à la FONGIP ou que ce soit pour être financé par notre fonds d'innovation. On reçoit des dossiers du monde entier, et je n'exagère pas. On a des dossiers qui nous viennent de Singapour, d'Angleterre, de différents pays à travers le monde. On n'a pas fini de parler de ce sujet passionnant. Restez avec nous, c'est sur Radio Lac et One TV que nous parlons économie. Parlons économie sur Radio Lac. Genève innove. Comment aider les entreprises genevoises innovantes? Eh bien, avec ce partenariat entre la FONGIP et la CCIG, toujours avec Antonio Gambardella et Emmanuel de Watteville, directeur et responsable programme de financement de la FONGIP. Alors, je viens de dire comment aider les entreprises genevoises innovantes, mais vous nous disiez tout à l'heure, Emmanuel de Watteville, qu'il y a des dossiers du monde entier, de Singapour, d'Angleterre, ce qui est très bien, mais ils ne sont pas genevois. Ils ne sont pas genevois, ou en tout cas, ils ne sont pas encore genevois. Et naturellement qu'une des conditions d'attribution de ce type de financement, vu qu'il s'agit pour une partie de l'argent de l'État, une des conditions d'attribution, c'est que la société soit genevoise. Le bénéficiaire doit être à Genève. Donc, et c'est ce que nous faisons avec certaines de ces projets, nous leur disons, il faut que vous établissiez votre maison mère, votre headquarters à Genève. Vous transformez la société singapourienne ou japonaise que vous aviez, vous la transformez en filiale de la société suisse, genevoise. Il faut qu'il y ait également de la substance au niveau de Genève. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous ayez des employés, il faut qu'il y ait la propriété intellectuelle. Il faut, bref, que ça soit une vraie société et non pas juste une boîte aux lettres. Oui, pas un écran, oui. Exactement. Et ça marche. Et ça marche. On a des sociétés grecques, on a des sociétés françaises, japonaises qui ont fait la démarche et qui sont maintenant ici. Et qui sont maintenant donc des filiales à l'étranger. Combien d'entreprises aidées depuis le début de la FONGIP, depuis les débuts des années 90, Antonio Gambardella? On a estimé environ 250-300 entreprises aidées, sachant qu'il y a une forte accélération. Notre rôle, in fine, c'est assez simple. On est là pour observer les entrepreneurs et pour les soutenir. Donc, on n'a pas de préjugés vis-à-vis de technologie. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a carrément un rôle de catalyseur. Et dans chaque réaction chimique, on voit que les choses après s'accélèrent. Et donc, ce rôle de catalyseur est en train d'avoir du succès, d'aboutir à la mission de la Fondation.
C'est pour cette raison que, je dirais, il y a 5 ans, que la Fongit soutenait environ 50 projets. Aujourd'hui, on a plus de 130. Ah oui. Donc ça, c'est l'accélération dont on parle. Et ces fonds d'innovation aident exactement à ça, aident à accélérer un processus qu'on doit pousser afin de faire démarrer. Dès qu'on aura atteint la masse critique, après, vous verrez, les choses vont se faire toutes seules. C'est ça la beauté de notre métier. C'est vrai que quand vous le dites, ça a l'air simple, mais je suis sûr que c'est un peu plus compliqué dans la réalité. On a parlé de certains investisseurs dans ce fonds, comme la CCIG, comme l'État de Genève, et donc des investisseurs privés. Je ne vais pas forcément vous demander les noms, mais j'aimerais savoir ce que ça leur apporte à eux, comme à la Chambre d'ailleurs. En fait, on a décidé de ne pas réinventer la roue. Et on s'est pas mal inspiré de la Fondation pour l'innovation technologique à Lausanne. Et ce que nous proposons, c'est pas un retour sur investissement financier à ces partenaires. On les appelle des partenaires, du reste plus que des investisseurs. Ce qu'on leur propose, c'est avant tout une exposition au niveau local. Ils contribuent au développement du tissu économique local à Genève. Et puis, naturellement, ça leur donne accès à ce qu'on appelle un deal flow, c'est-à-dire ça leur donne accès aux sociétés qui ont bénéficié ou qui bénéficient du fonds de l'innovation de la Fongit. Et ça leur permet, eux, de présenter cela à leurs investisseurs, à leurs clients, à leurs partenaires. Et ça leur permet donc d'offrir un service supplémentaire à leur base de clientèle. Un peu comme un droit de premier regard pour comprendre. Un peu comme un droit de premier regard. Et du reste, la CCIG, qui est notre partenaire initial dans cette aventure, avec l'État de Genève, naturellement, monte un club d'investisseurs auquel l'ambition est de présenter les projets qui ont bénéficié du fonds de l'innovation Fongit. Vous souhaitez compléter, Alexandra Harris ? C'était tellement bien dit. C'est vrai. Non, pour la Chambre, il y a un intérêt. Alors effectivement, comme ça a été dit, pas de retour sur investissement monétaire, mais il y a également un intérêt en termes d'observation de l'évolution du tissu économique. On voit là, par les idées qui sont apportées à la Fongit, on voit ce qui sera les technologies de demain. Et pour nous, c'est important, puisqu'on travaille la base de notre action sur les conditions cadres de l'économie est fondée sur l'observation qu'on a de notre propre tissu. Oui, quand ça permet d'avoir presque un temps d'avance sur c'est exactement quoi demain ça, sera fait, effectivement, ça change passablement la donne, j'imagine. Comment est-ce qu'on fait alors pour accélérer l'innovation ? On parle aussi beaucoup de durabilité, c'est très important également dans le cadre de la Fongit. Comment on fait ? Est-ce qu'il y a une recette ? Oui, justement, pour rebondir sur ce qu'Alexandra vient de dire, derrière les mots durabilité, on signifie plusieurs choses finalement. La réalité, c'est qu'on est dans une transition qui est à la fois, comme on dit souvent, écologique, mais à la base, c'est économique et sociale. Donc, on a 3 types de transitions qui sont faites toutes en même temps et qui sont tous intercorrélées. Et bon, l'innovation sert exactement à aboutir à cela, et à essayer de répondre vers cette visibilité des transitions. La transition économique, parce que l'innovation entrepreneuriale permet de créer de nouvelles sociétés. La transition sociale, car l'entrepreneuriat permet de créer les jobs, l'emploi du futur. Et la transition écologique, c'est dans l'ADN de chaque entrepreneur qui démarre aujourd'hui. Un entrepreneur technologique qui intègre en soi la valeur de la durabilité, même écologique. Donc, c'est vrai qu'observer le futur, c'est de pouvoir l'aider à le créer, à forger, à vraiment définir le futur. C'est ça ce qu'on fait avec les fonds d'innovation. D'où l'intérêt d'avoir les partenaires privés, d'où l'intérêt d'avoir les champions de Genève qui veulent véritablement contribuer à Genève, s'impliquer davantage. C'est la bataille de tout le monde, c'est vraiment l'avenir, c'est le futur de l'économie de Genève. Une dernière question, Emmanuel de Watteville, pour vous. En un mot, la Fongit fête ses 30 ans. Le Covid ne compte pas, donc c'est 30 ans. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir et puis surtout, comment vous le voyez ? Bon, c'est un événement qu'on organise maintenant depuis un moment, qui aura lieu fin septembre. Effectivement, il faut que la Fongit continue, je pense, sur sa lancée.
grâce au travail des différentes équipes que nous avons, on a mis en place des outils, je dirais même une machine de guerre, qui nous permet déjà de rivaliser avec les meilleurs incubateurs du monde. Donc c'est ça l'objectif, et c'est de transformer naturellement Genève et la Suisse en un pays qui soit extrêmement réceptif et qui aide les entrepreneurs à créer leur start-up. Et ce n'est pas seulement le fameux Yaka Faucon, puisqu'il faut aller sur fongite.ch, vous cliquez sur financement, vérifiez votre éligibilité. Et si vous répondez aux critères, alors bienvenue à la Fongite, dont vous êtes Antonio Gambardella, le directeur, Emmanuel Devadeville, le responsable programme de financement. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus nous voir. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. Bonjour, Kamran Maroua. Bonjour, Benjamin. Vous êtes le fondateur de Biométrie, B2E comme une abeille en anglais. Est-ce que l'hydromel est une bière comme les autres? Qu'est-ce que Biométrie? Alors justement, je vous corrige un peu tout de suite. Allez-y. C'est pas en fait de la bière, c'est de l'hydromel. C'est de l'hydromel, exactement. Justement. Ça se rapproche un peu d'une bière, mais en fait, notre matière première, c'est du miel. Donc finalement, on mélange du miel avec de l'eau et on fermente ça plusieurs semaines pour obtenir un alcool léger, floral, pétillant. Pour qu'on comprenne bien, la bière, c'est du houblon avec de l'eau? C'est du miel? Voilà, la bière, c'est du houblon et aussi des céréales. Du coup, ça contient d'autres choses et c'est fait à base de gluten. Alors, il y en a une là sur la table. On ne va pas l'ouvrir parce que pas pendant le service. Mais effectivement, c'est extrêmement transparent. Ça a l'air extrêmement léger. Quelle est la teneur d'alcool? Alors, moi, je fais un hydromel plutôt léger à 8% d'alcool qui est pétillant et qui se boit à l'apéro. Ouais, quand même. Ça... Faut pas trop en boire, mais... Alexandre Harry, ça fait les gros yeux. Oui, j'ai bien compris. 8%? 8%, oui. Ah oui, ça c'est plus fort qu'une bière forte. C'est ça. Mais si vous regardez dans le commerce, vous allez trouver des hydromels bien plus forts que ça, qui vont être plus sucrés et liquoreux, sans bulles. Donc ça, c'est un produit, j'ai envie de dire, qui sort un peu de la norme. Alors, votre brasserie se trouve à Troisnay. Comment est née cette aventure? Alors, c'est né, en fait, à la base, j'étais dans le secteur hôtelier. Je travaillais dans un hôtel 5 étoiles à New Delhi, où un de mes clients, pour son mariage, voulait offrir à ses clients de l'hydromel. Il en a fait venir des États-Unis et j'étais pris de passion très rapidement pour ce breuvage. Et j'ai quitté le monde de l'hôtellerie. Je suis allé me former 2 ans aux États-Unis pour apprendre dans une hydromellerie pour apprendre à faire cette boisson. Attendez, on est au-delà de la passion à ce niveau-là, parce que je veux pas toujours comparer avec la bière, mais on sait il y a énormément de microbrasseries en Suisse. Ce sont surtout des gens qui se sont dit, bon voilà, on va essayer, on verra bien à quoi ça ressemble. Vous avez quitté un emploi et pas le pire. Ouais, tout à fait. C'était un peu risqué, mais je me suis dit, c'était autant de la passion que je me suis dit qu'il y avait une opportunité là à poursuivre. Et donc, vous en êtes où maintenant? Alors aujourd'hui, on a 2000 litres de production tous les mois. On est parti à la base on faisait fermenter dans des fûts en plastique et maintenant on a des grandes cuves en inox et puis on va encore doubler notre production pour passer à 4000 litres d'ici l'automne. Qui sont vos principaux clients? Parce que sur votre site internet, il y a même une offre pour les bars et les restaurants. Oui, tout à fait. Alors on s'est dit que pour la visibilité, il fallait commencer un peu à démarcher les bars et les restaurants locaux sur Genève. Et bien évidemment, on a aussi une filière de distribution via notre site internet et finalement on est aussi dans quelques caves et shops sur Genève qui ne sont pas des bars ou des restaurants mais où on trouve nos produits également. Comment les gens réagissent quand vous leur expliquez ce que c'est que l'hydromel? C'est-à-dire quand on mélange du miel, on se dit c'est peut-être trop sucré, c'est pas trop pour moi, non? Oui, alors souvent c'est un travail d'éducation parce que les gens ne connaissent pas. Il faut expliquer d'où ça vient. Mais c'est souvent justement l'opportunité de raconter une histoire assez extraordinaire parce que c'est le premier alcool que les êtres humains ont bu. Ça date de l'âge de pierre. Aujourd'hui, ça vit une renaissance, notamment justement aux États-Unis, où sur les 5 dernières années, on a plus de 300 hydromelleries qui ont ouvertes. C'est un plaisir de pouvoir remettre l'hydromel au goût du jour dans une version contemporaine. Et ça coûte combien?
quand on veut l'acheter, nous, pauvres kidam, qui ne possédons pas de restaurant? Alors, si on achète directement sur notre site, c'est 5 francs la bouteille. Et après, on a un prix différent pour les bars et les restaurants, qui est un prix fournisseur. Et, mais le but, c'est de rester accessible, tant au niveau du goût que du prix, et de pouvoir proposer aux Genevois une boisson différente de la bière, mais qui est aussi rafraîchissante et qui se démarque du fait de ne pas avoir de gluten et de dépendre en fait du travail des abeilles pour sa production. Il y a un côté intéressant là-dedans, Alexandre Harris, parce qu'on vient de parler innovation, et quand on pense innovation, c'est nouvelles technologies, etc., etc. Là, on a de l'hydromel, on n'a pas l'habitude d'en voir, c'est de l'innovation. Oui, absolument. Il y a différentes sortes d'innovation. Il y a l'innovation technologique qui nous occupait avant, mais il y a de l'innovation de produits. Il y a aussi de l'innovation commerciale qui peut être une innovation dans la technique de distribution d'un produit existant. Bien sûr, il y a différents types d'innovation. Et on continue de parler d'hydromel dans quelques instants sur Radio Lac et sur One TV. Oui, l'économie, c'est tout ça aussi. Parlons économie sur Radio Lac. Le Focus. L'hydromel, une bière comme les autres? Non, parce que c'est de l'hydromel. On continue d'en parler avec le fondateur de Bi, comme une abeille, Biométrie, Kamran Marwa. Votre miel, on en parlait un peu hors antenne. Il vient d'où? Parce que le miel, c'est un peu comme le café, hein, c'est très différent. Tout à fait. Alors aujourd'hui, notre miel, on se fournit dans l'Union européenne on se fournit chez des fournisseurs selon la disponibilité du miel en grande quantité, selon la qualité du miel et sa traçabilité. Mais la vision à long terme, c'est de faire une filière de miel en interne et de faire from bee to bottle, donc de l'abeille à la bouteille. Et aujourd'hui, on a 5 ruches. C'est bien évidemment pas assez pour notre production. C'est pourquoi on se fournit dans l'Union européenne. Mais la vision d'ici 10 ans, c'est d'avoir une centaine de ruches genevoises et de faire du miel local et un hydromel 100% local. Et je rebondis là-dessus parce qu'en fait, là, vous avez eu la gentillesse de nous offrir un petit cadeau. C'est un de nos invités, effectivement. Ouais. À notre entrée dans le studio, derrière, en coulisses, vous nous avez offert un petit pot de miel de Stéphanie. Et c'est une jolie coïncidence parce qu'on vient de conclure un partenariat avec Stéphanie Vuadan pour créer le premier hydromel 100% genevois. Donc elle nous a fourni du miel et il est actuellement en train de fermenter. Et on se réjouit de pouvoir proposer aux Genevois de boire leurs fleurs. Ouais, bah oui, clairement, comme ça on pourra comparer. Parce que oui, ce qu'il faut bien comprendre, si on achète aujourd'hui du miel, c'est un produit extrêmement sucré, extrêmement raffiné, ou alors vous avez des produits plus sains, je dirais presque, comme le miel dont on vient de parler. Donc ça a aussi un impact, comme pour le vin, hein, sur le goût qu'a l'hydromel derrière. Absolument, absolument. En fait, le miel étant la matière première de laquelle on part pour produire l'hydromel, en fait... le but, ce serait à terme de pouvoir refléter les variations du terroir chaque année, tout comme le raisin le reflète dans le vin. En fait, on pourrait avoir des hydromels millésimés où on parle de l'hydromel de telle année, celui de telle année, qui va changer selon ce que les abeilles butinent et ce qu'elles ont à manger. Je fais une parenthèse économique avec Alexandre Harris. J'ai remarqué que Kamran Marwa a utilisé l'expression d'ici 10 ans. Ça veut donc dire qu'il y a un business plan sur 10 ans. Mais oui, j'ai fait la même remarque. Et je me suis dit, voilà quelqu'un qui réfléchit vraiment en termes de business. Vous avez parlé tout à l'heure de la passion pour l'hydromel. Mais voilà comment on développe, on fait de sa passion un business sur le long terme. Et ça, c'est très important, effectivement, d'avoir une vision long terme comme vous l'avez, une vision marketing, parce que c'est aussi une belle histoire. Il y a pas, on en parlait aussi en antenne, il n'y a pas de gluten dans le miel, c'est un produit ancestral, l'hydromel, il y a plein de choses. Tout à fait. En fait, c'est l'opportunité de raconter des histoires épiques, légendaires. Par exemple... la lune de miel provient d'une coutume viking, en fait, où les nouveaux mariés, on leur offrait de l'hydromel pendant une lune après leur mariage, ceci pour favoriser la fertilité, mais aussi pour apaiser les dieux. Et donc, de cette coutume est venue l'expression « la lune de miel ». Et il y en a plein d'autres encore à raconter. C'est toujours un plaisir, par exemple, au marché de Carouge, de pouvoir expliquer ça aux consommateurs et aux passants qui viennent goûter un hydromel.
Ce qui m'amène à la prochaine question. Votre clientèle aujourd'hui, c'est plutôt qui? Les soirées d'entreprise, les fêtes de mariage, justement, c'est quoi? Alors, Ne dites pas tout le monde, c'est trop facile. bah, je vais peut-être vous décevoir un peu, mais au début, on avait ciblé en fait une clientèle jeune, ouverte à des nouvelles découvertes, etc. Mais on s'est rendu compte au fur et à mesure de faire des marchés qu'on touche un peu tous les segments. On a des personnes âgées, on a des personnes, des couples mariés avec leurs enfants, on a des jeunes qui sont intéressés par le rapport qualité-prix parce qu'on a 8% d'alcool et du coup ça leur parle. Petit avec un sourire, oui. Voilà, donc on a été plaisamment Un rapport surpris. gueule de bois, coût qui est bas, c'est ce que vous voulez dire? C'est ça, tout à fait. Avec quand même une véritable demande, ce que vous l'avez dit, vous allez passer de 2 à 4 000 litres par mois, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc il y a une demande forte qui est là. Oui, absolument. On a eu une belle réponse du public qui nous donne des challenges aujourd'hui, mais c'est des bons challenges à avoir. Et le challenge aujourd'hui, c'est de scale notre production et aussi notre distribution. Donc on travaille activement à cela. L'avenir, donc sur 10 ans et plus, vous le voyez comment? Parce que c'est un marché, je ne veux pas dire la bière encore une fois, parce que ce n'est pas de la bière, mais c'est un produit de soif désaltérant, gazeux. Donc c'est quand même un marché très concurrentiel aujourd'hui. Oui, absolument. Et nos plus grands concurrents, j'ai envie de dire, c'est la bière, la craft beer. Mais on a des points de différenciation qui sont parlants et qui aujourd'hui nous apportent pas mal de succès. Et on verra si on arrive à maintenir ça sur les prochaines années. Mais je suis assez optimiste dans ce sens-là. Parce qu'il y a une dimension bien évidemment écologique dans la production de l'hydromel. On ne dépend pas de monoculture, on dépend vraiment juste du travail des abeilles, on dépend d'écosystèmes végétaux en bonne santé sur lesquels on va déposer des abeilles. Et elles, à travers leur travail de butinage et de pollinisation, elles vont apporter une plus-value à la biodiversité et à la santé des sols. Ouais, ça, c'est essentiel. On voit bien qu'il y a une réflexion à 360 degrés derrière. Ne cherchez pas biométrie sur Internet. Il faudra trouver hydromel.ch pour en savoir plus sur biométrie, qui est donc votre hydromel. Kamran Maroua, fondateur de Biométrie. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci Benjamin. Parlons économie sur Radio Lac. Avec la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Et merci à vous de nous avoir suivis, toujours plus nombreuses et nombreux. On retrouve tout ce qui s'est passé dans cette émission sur radiolac.ch, sur onetv.ch. Alexandre Harris, merci. Merci à vous. Et merci à la CCIG et donc à la Fongite pour ce fonds. Je rappelle le site internet de la Fongite pour savoir si vous êtes éligible. On se retrouve la semaine prochaine. Mais évidemment. Avec beaucoup de plaisir. Et puis moi, je vous retrouve dès 17h, car la journée finit bien sur Radio Lac. One TV, programmé VOD sur onetv.ch.